Rose a connu la célébrité avec sa chanson « La liste ». Non exhaustive de toutes ces choses que je voudrais faire. Dans son podcast « Contradiction », elle raconte son parcours pour briser le cercle vicieux de la dépendance. Dès le début de la maternité, il venait de naître que j'ai commencé à boire toute seule et c'était vraiment Desperate Housewives, quoi. Ouais. C'était je buvais pour me donner du courage. Ça a fini qu'au bout de 10 ans, moi je prenais de la cocaïne pour passer l'aspirateur. C'est la mère de tous les vices, la dépendance affective. Ma responsabilité, elle est d'aller bien. Je veux dire, je suis pas responsable de ma maladie, c'est-à-dire la dépression, l'addiction, le cancer. Mais je suis responsable de mon rétablissement. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux mamans qui s'inquiètent pour leur ado, qui pourraient tomber 1000 fois par jour dans plein d'addictions ? Ni mes parents, ni personne n'aurait pu me mettre à l'abri de quoi que ce soit. C'était mon chemin et qu'il fallait que je le fasse. Et je me dis, mais en fait, il a 13 ans. Et moi, j'ai trouvé la lumière à 40 ans. Donc, à quel moment je vais m'inquiéter, moi ? C'est sa vie, c'est son chemin. Moi, tout ce que je peux lui donner, c'est la confiance et l'amour. Et là-dessus, on a une responsabilité. Cette conversation a pris des tournures auxquelles je ne m'attendais pas du tout, avec des confessions intimes du côté de Rose et aussi de mon côté. Mais j'ai décidé de ne rien couper au montage parce que je crois au pouvoir de la vulnérabilité. Bonjour Rose. Salut Hélène. Ou bonjour Keren. Comment est-ce qu'on doit t'appeler ? Comment est-ce que je t'appelle aujourd'hui ? Comme tu le sens. Est-ce que ces deux noms, ces deux prénoms représentent deux facettes de toi ou c'est la même personne ? Aujourd'hui, c'est la même personne. Ouais. Après, quand j'ai créé Rose, comme les mots le soulignent, je l'ai créé de toute pièce. Donc, j'ai choisi ce prénom Rose pour des raisons un peu particulières parce que j'étais fan de Janis Joplin et que c'était un film qui s'appelait The Rose avec Bette Midler. Donc, il y avait déjà une connotation très rock'n'roll pour moi que les gens n'ont pas perçue puisqu'il y avait le côté rose, petite fleur douce, parfois piquante, avec beaucoup de jeux de mots là-dessus sur les épines. Donc, j'ai commencé par la créer et puis à un moment donné, je me suis perdue, évidemment. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est la même chose. Oui. Tu écris que Keren signifie en hébreu rayon. Et tu écris rayon de soleil ou de tout ce qu'on veut. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu l'impression de rayonner ? Je crois que rayonner, d'abord, ça se fait à l'intérieur. Et pour pouvoir justement rayonner vers l'extérieur, il faut qu'il y ait une lumière qui s'allume à l'intérieur de soi. Et pour que cette lumière s'allume, il faut être vu et entendu. Il faut qu'on soit considéré. Et ça me fait toujours un peu de peine de le dire, mais la première fois que je me suis sentie vue et considérée, c'est par une institutrice de CM1. Et ça voudrait dire que c'est pas par mes parents. Donc, quelque part, c'est peut-être de là que vient tout le problème ou toute la lumière. Mais en tout cas, cette institutrice m'a regardée, m'a dit que j'écrivais bien et que c'était mon truc. Et puis, d'un coup, à partir de là, je me suis sentie rayonner. Voilà. Après, c'est venu à chaque fois que je chantais des reprises, où je sentais l'impact sur les gens de la musique. Et donc, je sentais bien que j'avais un don, c'est-à-dire vraiment entre guillemets, c'est-à-dire juste quelque chose que je savais faire et qui mettait les gens en joie. Donc, pour moi, c'est ça aussi, rayonner. Et est-ce que tu étais d'accord de me parler un peu plus de cette petite fille que tu étais en CM1 ? C'est un très bon exemple, ce CM1, parce que pour moi, c'est le meilleur âge et c'est un âge, mais peut-être grâce à cette institutrice, c'était une année de grâce pour moi. J'ai des souvenirs extrêmement joyeux, extrêmement lumineux. On est à Nice. J'ai une famille plutôt chouette, un grand frère, une petite sœur, il fait beau, c'est la Côte d'Azur. Voilà, il y a une très bonne ambiance. Sur le papier, en tout cas, c'est une publicité pour le bonheur. Après, comme tout un chacun, on vit des choses, on ressent des choses qui parfois, sur le moment, ont l'air... on a l'impression d'inventer un mal-être ou quoi, parce que moi, j'étais très vite dans la mélancolie, j'écrivais, j'aimais bien la solitude. Et donc, j'ai cru longtemps que j'étais un peu une dramaturge. C'est un peu ce qu'on me disait dans la famille. Oh, tu fais toujours des drames, tout est une histoire et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'était légitime, puisque de toute façon, quand un enfant ressent quelque chose, il le triche pas, quoi. Il le ment pas. Et donc, c'est légitime. Donc, pour moi, cette petite fille, elle a de la lumière en elle, mais elle a besoin, justement, qu'on la regarde pour pouvoir rayonner cette lumière.
Et je sens qu'il y a un malaise qui va s'installer un petit peu à partir de 11, 12, 13, l'adolescence, parce que l'adolescence. Hein. Mais à la base, ça partait bien. Ouais. Et puis, dans ton parcours, tu l'écris, je suis devenue célèbre avec une liste. C'était la liste des choses que je veux faire avec toi. Aujourd'hui, tu chantes la liste des choses que je veux faire avec moi. Ça marche pas trop en interview parce qu'on ne sait plus de qui on parle. Pourquoi ce passage de avec toi à avec moi? J'ai lu dans Contradiction, être aliéné, c'est le propre de l'homme qui recherche à l'extérieur de lui ce qui lui manque à l'intérieur. C'est ce qui te manque à l'intérieur que tu essayes de remplir avec cette liste de choses à faire avec toi. C'est un peu l'inverse. À l'époque, il y avait ce manque à l'intérieur qui était un désamour de soi, un manque de confiance, et puis encore une fois, ce besoin d'être aimé et d'être regardé beaucoup. Avant de faire cette liste, donc j'étais pas rose, donc j'avais pas eu encore tous ces regards sur moi. Mais après, j'ai compris aussi qu'en ayant tous ces regards sur moi, ça avait rien changé, et encore moins. Donc finalement, j'ai mis énormément de temps à le comprendre, mais de remplir avec l'extérieur, en fait, ça marche pas parce que le vide, il te suit partout, puisqu'il est à l'intérieur de toi. Donc c'est comme quand on voyage, on part au bout du monde. Bah oui, mais si tu es toujours toi avec toi-même, ça va pas changer grand-chose. Donc la liste des choses que je voulais faire avec cette personne, c'était vraiment comme si ça me permettait d'exister à travers des actes, à travers lui, à travers ses yeux. Et du moment que j'étais avec lui, j'avais l'impression que j'étais heureuse, que j'étais moi. En fait, j'étais juste en dépendance, on va dire, affective, comme j'ai été toute ma vie en dépendance à tout. Et c'est la première, je dis dans Contradiction, c'est la mère de tous les vices, la dépendance affective. Donc aujourd'hui, quand j'ai écrit mon nouveau spectacle, j'ai introduit de nouvelles chansons, des anciennes. J'ai choisi celles qui faisaient sens avec l'histoire. Et quand j'ai voulu il faut mettre la liste, évidemment, puisque c'est la chanson phare et les gens l'attendent. Et je me sentais totalement en désaccord. Déjà, ça ne rentrait pas dans le spectacle, ça n'avait pas de sens. Et surtout, j'avais plus du tout ce truc-là en moi. C'est-à-dire que pourtant, je suis en couple, je suis amoureuse, mais je n'ai plus de choses à faire avec quelqu'un. En fait, c'est pas ça qui va m'apaiser ou me faire du bien ou me faire avancer ou évoluer. Je fais des choses avec l'autre, évidemment, mais c'est pas ça. Et je me rends compte que j'ai énormément de choses à apprendre à faire avec moi, dans la douceur, dans l'amour, dans l'acceptation. Le chemin, il est plus ici, en tout cas. Parce que, bon, les choses que j'ai à faire avec d'autres personnes, pourquoi pas, mais elles me font pas forcément évoluer, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais qui allait me nourrir à l'intérieur était une bénédiction, en tout cas, faisait partie du chemin. Et à quoi elles peuvent ressembler, ces choses qui viennent te nourrir à l'intérieur? Déjà, de pouvoir être seule avec soi-même plus de 3 secondes, voilà, sans rien faire. Donc, même en se disant « merde, comme ce que je m'emmerde là », bah ouais, mais je m'emmerde, mais je suis seule avec moi et c'est OK, quoi. Ce genre de choses, pour moi, c'était avant impossible à vivre. Donc, je m'en rendais pas compte parce que c'est vrai que j'avais l'impression que j'aimais la solitude et que j'étais souvent seule. Et c'est vrai, j'ai toujours aimé ça parce que j'écrivais toute seule chez moi, mais ça se matérialisait en j'ouvre le frigo 356 fois, je vais me servir à boire, j'avais des problèmes donc d'addiction avec la cocaïne. Il y a eu beaucoup de moments où j'étais là à dire, moi, je pouvais passer une semaine toute seule chez moi, mais en vrai, j'étais en train de me fuir, quoi. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait dire à une amie qu'on aime et qu'on veut consoler, parce que voilà, c'est de l'empathie pour soi-même, c'est très dur, parce qu'à une amie, on arrive à lui dire, mais non, mais regarde, c'est super ce que tu as fait, mais t'es très jolie comme ça, des choses comme ça, et à soi-même, on se traite extrêmement mal. Disons qu'il fallait d'abord arrêter de consommer, et consommer dans sa globalité, c'est-à-dire pour pouvoir se regarder, il faut arrêter de faire autre chose et de faire diversion. Oui. Donc c'est ça, en fait, pour moi, c'est toutes les choses qui vont pas faire diversion avec soi-même. Et tu parles de revenir à l'instant présent? Oui,
Après, il y a beaucoup d'injonctions à ça, mais quelque part, ça n'existe que dans le présent, la possibilité de faire quelque chose, en fait. La possibilité de créer, elle est que là, maintenant. Parce que ce qui vient de passer, on ne peut plus, et puis le futur n'existe pas. Donc vraiment, là, si on veut créer quelque chose, on le crée à l'instant présent. Et donc, si on veut avancer, évoluer, c'est pas en projetant, en faisant des tactiques, en mentalisant, en analysant. Il y a énormément de coaching, de choses où on nous apprend à faire ceci, à faire cela, alors qu'en fait, être juste là dans son corps, c'est ce qui est le plus simple et le plus compliqué, quoi. Donc oui, il y a la méditation, mais il y a une reconnexion aussi à son être profond, que moi j'appelle la conscience supérieure, ou l'âme, ou ce qu'on voudra, mais même d'être dans son corps, quoi. Ouais. Et c'est sûr que le mental, il est là pour nous détruire, clairement. Et c'est pas un super pouvoir d'être très intelligent, par exemple. Ouais. Je pense pas être très idiote, et pourtant ça m'a nui énormément. Ouais. Tu dis la spiritualité, c'est le contraire de l'addiction. C'est de ça que tu parles quand tu dis chercher plus grand que soi. Ouais. Mais chercher plus grand que soi à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi. C'est vraiment ça, parce que j'ai eu cette impression-là. J'ai fait quelques expériences un peu mystiques, qui soient soudainement de me mettre à croire, et on ne sait pas d'où ça vient. Donc souvent on dit c'est normal, les gens qui vivent des épreuves, les maladies ou la dépression surtout, le désespoir en fait emmène à la foi. Mais moi je pense que c'est une bénédiction d'avoir connu le désespoir, parce que pour moi c'est ainsi que Dieu ou l'univers ou qui que ce soit s'adresse à nous. Il n'a que cette possibilité-là, parce que sinon on est dans le divertissement, la diversion, et on n'a pas de disponibilité à tout ça. Et c'est dans le plus grand désespoir qu'on a cette disponibilité-là. Donc moi je considère l'épreuve comme un maître. Et je considère surtout que chaque chose qu'on vit est une initiation, quoi. Donc, c'est une chance. Moi, je dis que j'ai la chance d'avoir connu beaucoup d'épreuves, et encore très peu à côté de plein d'autres gens. Mais tout ce qu'on vit, que ce soit la maternité, une maladie, l'addiction, tout ça, c'est des moyens d'apprendre. Ouais. Parce que sinon, je ne sais pas pourquoi on serait venu ici. Ouais. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée à la lecture de ton livre, notamment par rapport à la foi aussi. Moi, je suis chrétienne, et en fait, ça m'a touchée aussi, ce passage où tu parles d'un Dieu d'amour, et le fait que, justement, je trouve que tu parles super bien du fait qu'on cherche à manger, quoi. En fait, on a faim, et alors... On a soif du Christ. On a soif. On a soif, et en fait, on va essayer de boire plein de trucs, de bouffer plein de trucs. Et alors, ça va pas être la cocaïne pour tout le monde, ça va pas être l'alcool pour tout le monde, mais voilà, tu parles de la consommation, s'acheter des fringues. Enfin, il y a tout qui est pas forcément mauvais en soi, mais qui ne remplit pas ce vide dont Pascal parle, qui est en forme de Dieu. Et je trouve hyper beau que Jésus, c'est celui qui dit je me donne à manger pour vous, en fait. Je suis du pain. Je suis du pain, en fait. Et ce pain, il remplit vraiment l'intérieur, qui est non remplissable par... C'est fou que tu me parles de ça, parce que moi, je suis juive, tu vois, et j'ai quitté vraiment la religion juive depuis longtemps, mais pas par dégoût ou par quoi que ce soit, c'est juste vraiment par manque de foi en ce que j'apprenais ou ce qu'on m'enseignait. Et je reviens à la foi, à la base, par une foi hyper laïque au début, très bouddhiste, on va dire, parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu, vraiment. C'est vraiment... là, c'est plus cette espèce de nirvana, d'atteindre quelque chose qui n'existe que dans le présent. Donc, c'est encore cette histoire de présent. Mais là, en ce moment, j'ai un espèce d'attrait assez monumental pour le personnage de Jésus, pour Marie. Tu vois, là, on est ici dans le 6e. Je viens d'aller prier à la chapelle de Catherine Labouret, juste à côté. Ce qui est drôle, c'est que je te dis, j'ai perdu mon médaillon, mais je me suis dit que je rentrais dans un truc où il y a marqué la médaille miraculeuse de Marie. Je suis là à me dire, mais peut-être ça veut dire qu'il faut que je m'achète une médaille. Et j'ai regardé des documentaires, je suis en train de lire Le Royaume d'Emmanuel Carrère. Vraiment, je sens que c'est ça qui m'appelle, mais c'est pas la religion, c'est le message. Ouais. Le message d'amour. Et il y a une nouvelle chanson dans mon nouvel album qui dit à la fin, on apprendra l'amour ou bien on reviendra. Donc bon, je suis réincarniste aussi. Donc évidemment, je crois qu'on joue plusieurs vies à la façon Mario Bros. On vient réparer un peu le petit plombier avec ça. Voilà.
on vient réparer, on vient J'avais jamais apprendre. entendu parler comme ça de la réincarnation. Bah oui, parce que en fait, c'est les niveaux de vie, donc on repart jamais de zéro. Donc quand Mario Bros il meurt, il revient à une vie de là où il était, quoi. Donc pour moi, on apprend et chaque vie, on apprend plus et on répare et on crée du karma, donc on crée des choses à réparer. Bon, c'est compliqué tout ça, mais aujourd'hui, pour moi, je suis persuadée que la raison pour laquelle on est incarné dans ce corps, c'est pour venir expérimenter l'amour et retrouver cet amour qu'on a perdu à la source. Donc, évidemment, cet amour divin. Et donc, voilà, on est là pour apprendre à aimer. Ça passe par les autres, ça passe par l'amour de soi, ça passe par... Et la prière, pour moi, c'est devenu quelque chose de fondamental. Alors que je me moquais des gens qui priaient, quoi. Pour moi, c'était des gens égocentriques qui pensaient que Dieu les regardait et qu'il allait exaucer leurs prières, alors qu'il y avait tout un peuple qui mourait de faim là-bas en Afrique. Et pourquoi, toi, ça marcherait pour toi? Et bien aujourd'hui, en ayant regardé tout un film sur Mère Teresa, ben oui, je suis là à me dire, Dieu, il est aussi dans les épreuves, dans la misère, justement, puisque Mère Teresa, elle venait aider des miséreux qui avaient vraiment la totalité des misères sur une seule personne, quoi. Que ce soit la lèpre, plus de membres, la pauvreté, l'addiction, le crack. Voilà, elle était dans des bidonvilles avec énormément de drogue, des cartels. Et puis, la prière et l'amour qu'elle donnait à chacun changeaient leur vie. Donc, et c'est encore une fois, c'est quoi? C'est de montrer à quelqu'un qu'il est regardé, qu'il est aimé. Ouais. On peut le faire chacun à notre petit niveau, quoi. Ouais, c'est vraiment un thème qui revient beaucoup là depuis qu'on a commencé à papoter. Être regardé, être vu. Tu vas nous rejoindre début juillet au festival Courage. Et dans Courage, il y a le courage héroïque d'aller faire la guerre sur un champ de bataille. Et puis, il y a le courage aussi de se montrer, d'être vulnérable. Je crois que c'est ce que tu as beaucoup été ces dernières années, notamment dans ton écriture de chansons, mais aussi de livres. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de courage dans ta vie? Eh ben, c'est d'accepter que j'étais vulnérable, justement. C'est exactement ça. Courage de se battre, d'être une warrior. Moi, je le faisais parce que les gens me disaient « t'es une warrior ». Donc, en fait, on met des étiquettes beaucoup aux gens. Toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, toi, t'es solaire. Bon, et après, on s'efforce de répondre à ces attentes-là. Et en fait, on oublie que peut-être, au fond de nous, on n'est pas si solaire, qu'on n'est pas si courageuse, qu'on n'est pas si forte. Et puis, au final, est-ce que c'est un mal de ne pas être fort, quoi? Et finalement, je me suis rendu compte qu'on était fort que d'accepter sa faiblesse, en fait. On est fort que de ça. On se rend compte qu'on est humain et qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il y a juste des choix qu'on fait et qui nous amènent plus ou moins vers la rédemption ou pas, quoi. Et moi, ce qui m'a demandé le plus de courage aujourd'hui, c'est d'arrêter de me battre. Ouais. Donc, même contre l'addiction, j'ai appris que c'était en lâchant prise, en se disant, en s'avouant vaincu, en se disant que le produit sera toujours plus fort. Donc, alors que tant qu'on veut se battre et se mesurer, on est dans ce contrôle-là qui fait je vais pouvoir contrôler, je vais y arriver. Je vais pouvoir un jour boire comme tout le monde. Et en fait, non. C'est comme ça. Tu es allergique à l'alcool, tu pourras jamais boire. Et de lâcher prise et de dire j'ai perdu, maintenant, comment est-ce que je peux vivre différemment? Pour moi, ça m'a demandé un courage fou de renoncer à me battre face à l'alcool, par exemple. Voilà, de me dire je me mesure plus à lui parce que j'ai perdu. Une double question pour toi autour de la maternité. Tu es maman d'un grand garçon. Et est-ce qu'il t'a fallu du courage pour être cette maman? Et d'autre part, qu'est-ce que tu as envie de dire aux mamans qui s'inquiètent pour leur ado, qui pourraient tomber 1000 fois par jour dans plein d'addictions, à la drogue, à l'alcool, des dépendances affectives, l'anorexie, enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces mamans qui sont peut-être inquiètes ou qui sont dans la situation de voir leur enfant sombrer et qui ont besoin de courage? Moi, je crois que la foi remplace tout. Donc, j'ai la chance d'être insouciante, moi, et très peu inquiète.
Je dis que j'ai la chance parce que vraiment, c'est une bénédiction. Hein. Je pense que c'est au moins ça. On me l'a filé. J'ai au moins ça naturellement. Ouais. Et en fait, je me rends compte, même par rapport à mon parcours, que personne, ni mes parents, ni personne, n'aurait pu me mettre à l'abri de quoi que ce soit, puisque c'était mon chemin et qu'il fallait que je le fasse. Et qu'au contraire, il m'a amenée là où j'en suis. Et j'en suis ravie. Et j'en suis très heureuse. Donc, les moments les plus relous pour moi en tant que maman, c'est vraiment de voir des difficultés scolaires, par exemple. Et je me dis, mais en fait, il a 13 ans et moi, j'ai trouvé la lumière à 40 ans. Donc, à quel moment je vais m'inquiéter, moi? C'est sa vie, c'est son chemin. C'est pas parce que je vais le pousser, le forcer à travailler dans des matières qu'il n'aime pas ou à l'empêcher d'être sur son téléphone. Tant qu'on est dans le contrôle, en fait, on est tout le temps en train de tenir quelque chose. Et il y a une thérapeute que j'ai invitée tout à l'heure expliquait super bien ça, la volonté, le contrôle. Elle assimile ça à du gainage. Par exemple, tu te mets en planche, tu tiens et tu dis je vais tenir, sauf que physiologiquement, c'est impossible. À un moment donné, tu vas lâcher. Et quand tu vas lâcher, non seulement tout va s'écrouler, mais en plus, tu vas te sentir coupable parce que tu vas te dire j'y arrive pas. Alors qu'en fait, il faut avoir cette foi aussi en l'enfant, en soi, en l'amour. Parce que l'essentiel, c'est de donner le maximum d'amour et de regarder l'enfant le plus possible. Nous aussi, de ne pas lui répondre en étant sur oui, bien sûr, oui, avec le téléphone dans les mains. Bon, ça, je pense que ça commence par nous. Et moi, ce qui m'a fallu le plus de courage, vraiment, c'est de renoncer, encore une fois, à vouloir être une maman parfaite. Et pour moi, une maman parfaite, c'est une maman pleine d'enthousiasme, de joie, qui jouait beaucoup, qui allait bien. Et en fait, je n'étais pas comme ça. Donc, j'aime pas jouer. Alors, je ne suis pas une maman qui joue. À la base, j'étais clairement dépressive. Je pouvais rester au lit. Donc, moi, l'alcool est devenu, dès le début de la maternité, il venait de naître, que j'ai commencé à boire toute seule. Et c'était vraiment Desperate Housewives, quoi. Ouais. C'était ce truc-là de me dire... et c'est exactement ça. C'était je buvais pour me donner du courage. Et quand j'ai interviewé Gad Elmaleh, par exemple, il a dit je demandais à l'alcool de faire pour moi ce que je n'arrivais pas à faire. Et lui, c'était la joie. Mais j'ai dit, mais moi aussi, en fait, c'est l'enthousiasme. De trouver de l'enthousiasme pour les choses, ça a fini qu'au bout de 10 ans, moi, je prenais de la cocaïne pour passer l'aspirateur. Parce qu'il n'y avait plus aucun enthousiasme pour rien, ni voir des amis, ni m'occuper de mon fils, ni rien. Et en fait, enthousiasme, en plus, l'origine étymologique, c'est anthéos, et donc c'est avoir Dieu en soi. Ouais. Donc il y a quelque chose, en fait, encore une fois, de ce vide abyssal qui fait que je sentais que j'étais vide. Je ne savais pas comment remplir ce vide. Donc, comme tout le monde, quand on disait tout le monde a ses addictions, c'est même pas des addictions, c'est des petites mauvaises habitudes qu'on prend qui vont, sur le moment, marcher jusqu'au moment où ça marche plus. Il y a des gens pour qui ça marche toute la vie et ils se posent jamais de questions. Que ce soit en travaillant trop, en buvant trop, ou en scrollant trop, ou même en possédant trop. D'avoir l'impression que plus on va acheter d'appartements, plus on va acheter de paires de chaussures, mieux ça va aller. Et encore, Mère Teresa, elle disait « Je ne possède rien et c'est ce qui me rend libre. » Voilà. Donc, pour nos enfants, je pense que ce qu'on doit leur transmettre, c'est des valeurs. Et c'est des graines qu'on sème, en fait. Donc, c'est pas pour tout de suite, quoi. On va pas toutes les 2 secondes déterrer pour dire « Ah, ça a poussé ? Ah non, merde, ça a pas poussé. » En fait, on sème et puis c'est tout. Après, la foi, c'est-à-dire tu poses tes actions et le résultat, ils ne t'appartiennent pas. Ton enfant, il deviendra ce qu'il doit devenir. Et moi, c'est ça qui fait que je m'inquiète pas du tout parce que je pense que j'ai très, très peu d'influence sur sa vie. Donc, c'est pas moi qui vais changer le fait qu'il fasse maths sup, maths spé ou qu'il devienne musicien. C'est lui. Donc moi, tout ce que je peux lui donner, c'est la confiance et l'amour. Et là-dessus, on a une responsabilité. Mais sur le reste, je crois pas. Donc je trouve que ça nous déculpabilise vachement. Et ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire donner de l'amour, quoi. Ouais. Et tu parles dans Les Montagnes Roses aussi de l'annonce de ton cancer du sein à ton fils. Ça t'a demandé du courage, ça ? Si tu parles de cette annonce-là, je suis pas très fière. Hein. C'est-à-dire, je lui ai dit... je vais être chauve. Ouais. Et en plus, comme j'ai pas fait de chimio finalement, j'ai oublié de lui dire que je faisais. Enfin, je lui ai pas expliqué tout le process, que j'avais refusé la chimiothérapie, qu'il y avait très peu de bénéfices. Donc j'ai eu le choix quand même, mais j'ai pris cette décision-là que d'autres n'auraient pas prise. Mais moi, j'ai décidé de pas le faire pour l'instant.
J'ai eu raison. Mais à un moment donné, mon fils, il me dit, mais alors, c'est quand que tu vas être chauve? Ah merde, pardon, je t'ai pas dit. Alors finalement, non. Maman ne va pas être chauve. Ouais. Et donc, non, disons que je suis un peu... Comme je suis inconsciente et insouciante, je protège très peu. J'ai toujours l'impression qu'on a le droit de tout dire, tout faire et tout. C'est pas vrai. Mais je pense qu'il vaut mieux trop dire que pas assez, ça j'en suis sûre. Je pense que le silence tue. Et donc, mon fils, hier, il m'a dit moi, je trouve que tu es une bonne mère. J'ai dit c'est gentil. J'ai dit écoute, moi aussi, je trouve, j'ai pas toujours été. Il me dit non, c'est pas pareil, c'est parce que tu allais mal. Donc, il a quand même compris que quand on va mal, on peut pas donner. Et que c'était pas de ma faute, mais je lui ai dit mais ma responsabilité, elle est d'aller bien. Je veux dire, je suis pas responsable de ma maladie, c'est-à-dire la dépression, l'addiction, le cancer, mais je suis responsable de mon rétablissement. Et c'est comme si j'avais décidé de pas me soigner du tout. Là, je suis en hormonothérapie depuis 5 ans, c'est assez violent, mais je le fais aussi pour lui, pour être en vie, quoi. Donc, ma responsabilité à moi, elle est d'être là et d'être en joie. Et c'est ça, donc de me soigner. C'est une forme d'enseignement, finalement. Tu vis ta vie et tu montres à ton fils comment tu vis ta vie. Eh bien, en fait, oui. Et comme je parle énormément, je dis tout, il me voit en réunion narcotique anonyme en Zoom, il me voit prier le matin, il me voit faire mon yoga. La dernière fois, voilà, comme ça, de but en blanc, il m'a envoyé un texto, c'était mon anniversaire, bon anniversaire maman. Au fait, j'ai prié, c'est vrai que ça fait du bien. Et j'étais là, je dis ouais, mais même si juste ça. Parce que tout à l'heure, tu parlais de cette soif. Je sais que ces enfants, à cet âge-là, ils ont un truc, je les vois. En plus, pour les filles, c'est plus compliqué parce qu'en plus, il y a tout ce truc de réseau social. Donc, elles ont une mauvaise vision de leur personne. Déjà que moi, j'ai souffert toute ma vie de dysmorphophobie alors qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je ne sais même pas comment j'aurais pas perdu la tête, en fait, avec des réseaux sociaux. Donc, là-dessus, il faut être vigilant. Mais la soif, moi, je l'abreuve, en fait, de petites phrases, de dictons. Une fois, je lui dis, ouvre-moi ce livre et lis-moi une phrase. Mais des livres qui sont pour moi comme des bibles. Donc, l'autre jour, il tombe sur cette phrase-là de Christiane Singer qui dit dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, il nous faudra devenir source. Donc, et puis, je lui demande qu'est-ce qu'il en comprend. Et souvent, il m'envoie balader parce que c'est un ado et qu'il est très con. On va pas se mentir. Mais je me dis peut-être dans un an, il se dira attends, mais devenir source, ça veut dire que soi-même, on peut s'apporter peut-être... on n'est pas obligé d'aller toujours à la source parce que en fait le problème des réseaux sociaux, de la drogue, de l'alcool, de tout ça, c'est qu'en fait il faut renouveler le processus à l'infini. Alors que si on s'accorde cette source nous-mêmes, si on devient notre propre source, et ben en fait on est connecté à l'abondance. Parce qu'en fait, il y a cette abondance-là. Et c'est un titre d'ailleurs de Christiane Singer. Où cours-tu ? Ne vois-tu pas que le ciel est en toi ? En toi. Il est déjà là. Tout est déjà là. Tout était déjà là. Ça, c'est le thème. Voilà, c'est Rose Movie. Ne venez pas le voir parce que c'est spoiler. Tout était déjà là. Qu'est-ce que c'est Rose Movie alors ? Qu'est-ce que tu vas venir nous présenter ? Je rappelle du 4... non, ce ne sera pas le 4. Pour toi, le 5 juillet. Le 5 juillet, à la plage, tout près de Bordeaux. Tu me demandais si on peut se baigner, mais évidemment, donc peut-être qu'on te verra faire un petit plouf, un petit bain de minuit. Complètement. Je suis avec toi. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle / concert ? On ne sait pas trop quelle étiquette lui mettre. Peut-être qu'il ne faut pas lui mettre d'étiquette du tout. Parce que pour l'instant, je ne sais pas s'il sera un jour vraiment construit et fini, mais il est en process comme tout le reste. Il est en chemin, ce truc. Et donc, il n'est pas abouti. Et en même temps, c'est tant mieux parce qu'il est différent à chaque fois que je l'ai joué. Pour l'instant, une dizaine de fois. Ça n'a jamais été du tout le même spectacle. Et d'ailleurs, les musiciens qui m'accompagnent, celui qui m'accompagnait jusque-là était toujours surpris parce qu'il ne sait jamais quand il doit commencer à jouer ou quand je suis en train de parler. Mais disons que c'est autant un spectacle qu'un concert parce que je pense qu'il y a autant de blabla que de musique. Mais c'est un road movie, donc c'est un voyage. Mais ce voyage-là, il se passe à l'intérieur, quoi. Et disons que je pars du postulat que la vie est un voyage et que ça commence souvent avec une quête qu'on ne connaît pas. Alors, on part en quête souvent au début d'identité. Je dis même que c'est une conquête d'identité, qu'il y a une vraie différence entre quête et conquête. Et en général, c'est ces 3 lettres qui changent tout. Mais vraiment, cette quête au début d'identité, de personnalité, on se construit une identité qui finalement, au bout d'un moment, va pas tenir le choc puisqu'on l'a créée de toutes pièces pour satisfaire
la société, les gens, les parents, les choses. Et puis, au final, on s'est éloigné de nous. Donc, il y a un moment donné, comme dans tous les films, il y a une chute. C'est-à-dire, à un moment donné où, genre, le héros s'effondre et se demande comment est-ce qu'il va faire pour aller mieux. Mais c'est souvent dans les films, on les voit, il se laisse pousser la barbe, il se met à picoler. Enfin, voilà, c'est vraiment ce moment-là dans les films où ça va mal. Et de là, c'est à partir de la chute, en fait, qu'il y a un réveil. C'est comme quand tu rêves la nuit que tu tombes, ça te réveille. Il y a vraiment ce truc-là. Et d'expliquer qu'on ne peut pas sortir, revenir à soi et trouver notre être profond sans être passé, c'est impossible. Mais pour être passé par la souffrance, il faut aussi accepter cette souffrance-là. Donc voilà, c'est vraiment un chemin. Donc ça part du voyage, de la quête, de la chute. Après, il y a un moment de pause parce qu'il y a toujours ce moment-là où il se passe rien dans la vie. On croit qu'il se passe rien, mais en fait, tout est en train de se faire. C'est comme si on essayait d'expliquer à une chenille mais non, t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas devenir un papillon. Elle y croirait pas. Et nous, on pense qu'il se passe rien, mais en fait, on est en train de devenir papillon. Et puis, soudainement, il y a ce retour. Mais le retour, il est vers soi. Et voilà, c'est un chemin vers soi. Voilà. Tu vois, ça donne pas envie tout ce que je me suis bien. Non, mais je me suis bien embrouillée, quoi. Même moi, je sais pas. C'est ça qui est génial. Moi, en tout cas, je suis déjà j'étais contente qu'on ait eu la bonne idée de t'inviter. Ensuite, j'étais très contente que tu acceptes notre invitation. Et là, je suis encore plus excitée parce que je vais le matin, en fait, je te déroule le tapis rouge. Je lance le sujet dans ma conférence Courage, qui sera voilà sur le chemin du héros. Wow. Tu vois, on a tous le choix face à la souffrance. C'est un Américain qui s'appelle Donald Miller qui l'explique sur la base du travail d'un certain Viktor Frankl, et j'ai découvert que tu en étais une lectrice. La logothérapie. La logothérapie, c'est-à-dire la psychanalyse va pouvoir expliquer le passé, mais au bout d'un moment, on peut s'y enfoncer. Logothérapie, on regarde vers l'avenir et on trouve un sens à sa vie. La thérapie par le sens. Exactement. Et donc, ce Donald Miller va dire, on fait tous face à la souffrance et on a le choix, soit d'être la victime. Alors, on est tous victimes à un moment donné, mais ça doit rester un statut temporaire. Soit le méchant, le vilain, la vilaine, le bourreau, qui veut pas ressentir sa propre souffrance, donc qui préfère la faire ressentir aux autres. Soit le héros. Et le héros a besoin de courage. Et ce que je trouve assez passionnant, c'est que où est-ce qu'il va trouver son courage ? Alors, moi, j'ai des références Disney, d'accord ? Ah bah c'est parfait. Mais je crois que en fait, tu vois, ils commencent à peu près tous orphelins, les héros Disney, ou même Harry Potter, ou tu vois. Et en fait, quand est-ce qu'ils vont trouver le courage ? C'est quand ils vont découvrir leur vraie identité, qui ils sont vraiment. Donc, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça. Là, je parle trop, mais c'est exactement. Mais en fait, quand tu réponses, elle sait pas qui elle est. Elle croit qu'elle est fille de la mère Gothel là dans sa tour, mais en fait, elle est fille de roi et de reine, et elle le sait pas encore. Et c'est quand elle l'apprend qu'elle va avoir le courage d'aller faire cette conquête dont tu parles. Pardon, je suis trop textile. Dont je pars, dont je parle. Ouais, c'était beau. Ouais. C'était trop beau. Mais écoute, c'est tellement ça. En fait, de toute façon, c'est juste aussi une sorte de chemin. Et aussi d'essayer de ramener aussi les gens à comprendre que c'est le chemin qui est important et pas la destination, parce que la vie, c'est que un voyage. Donc, quel est l'intérêt de savoir où on va, de tout prévoir, de tout organiser, de tout contrôler, alors que justement, c'est les imprévus, c'est ça qui est beau dans ce voyage-là. Et aussi, comme je fais le rapport entre la vie, ce voyage-là, et un film, et un road movie, quoi, c'est aussi de se dire, dans un film, l'acteur, à un moment donné, il n'est pas metteur en scène, quoi. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi cette foi-là de se dire, j'ai été choisi pour le rôle, je ne suis pas le metteur en scène, et donc, mais lui, il sait. Et donc, de se dire parfois qu'il y a quelque chose, quelqu'un, que ça soit notre moi supérieur, ou Dieu, ou qui on veut, ta grand-mère, mais de savoir qu'il y a autre chose, quelque chose qui nous veut du bien et qui sait mieux que nous. Mais souvent, c'est quoi ? On l'appelle comment ? La petite voix, l'intuition. Mais c'est tout ce truc-là de se dire que le chemin, il doit être fait avec le cœur, quoi. Ouais. Parce que dès qu'on mentalise, en fait, on est dans le contrôle, le fameux libre arbitre, parce que l'homme, il veut ce libre arbitre, c'est moi qui décide. Mais en vrai, je crois qu'on décide de rien, parce qu'on commence ce voyage, cette vie-là. On n'a ni choisi le véhicule, ni choisi le lieu, ni la date, ni les parents. Enfin voilà.
en vrai, la vie, elle a quand même bien choisi déjà pour nous. Faisons confiance au flot de la vie, quoi. Ouais. Bon, j'ai hâte de voir Rose Movie. Moi aussi, là. Peut-être de le répéter un peu. Encore un petit peu de boulot avant le 5 juillet, mais on a toute confiance en toi. Oui. Je reviens à la logothérapie, qui est trouver un sens à sa vie. Quel est le sens de ta vie? Je pense que c'est transmettre aujourd'hui. Pour l'instant, parce que les choses changent tout le temps. Ouais. Mais je sens qu'aujourd'hui, mon sens, il est de transmuter l'épreuve et de la rendre utile. Voilà. Aujourd'hui, elle a été utile pour moi, c'est sûr. D'aider les gens à traverser aussi des épreuves, de se rendre compte que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile quand on abandonne, quand on lâche et quand on laisse faire la vie, avec un grand V, encore une fois. Et donc, sinon, c'est une double peine, l'épreuve. C'est-à-dire, on la subit, on se victimise, comme tu l'as dit, et puis on souffre. Le chemin, on peut le faire. C'est le même chemin en riant ou en pleurant, quoi. Donc, il y a moyen, en fait, d'accueillir. C'est très stoïcien, mais c'est vraiment ça. On ne peut pas décider des événements. On décide de pas grand-chose. Moi, c'est ça, pour moi, aujourd'hui. Le truc que j'ai envie de transmettre, c'est faut arrêter de croire qu'on contrôle quoi que ce soit. C'est vraiment extrêmement minime, que ce soit avec nos enfants, avec notre propre vie. Tu peux faire tout ce que tu veux pour être au top. Tu peux très bien demain te découvrir un cancer généralisé et pourtant tu as mangé bio. Enfin, tout est possible. Donc, de se dire, ce chemin-là, moi, j'ai envie d'accepter. Je peux pas choisir les événements, mais je peux choisir la façon de les accueillir, quoi. Ouais. Et si tu les accueilles à chaque fois de façon, on va dire, je dis pas comme un bisounours, mais c'est plutôt de façon initiatique. Ça veut dire que qu'est-ce que ça peut m'apprendre et comment je peux en sortir grandi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que chaque chose qui m'arrive, je le vois de cette façon-là. Et c'est un miracle. Parce que moi, j'étais du genre à penser que la vie était contre moi, quoi. Le moindre truc, je me faisais un drame de tout. Mais de tout. Un petit mot pour les mamans fabuleuses qui nous regardent et qui ont besoin de courage pour attaquer leur journée. Vous êtes fabuleuse, déjà. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, de donner la vie et de faire partie de ceux qui donnent la vie, c'est divin. Voilà. Donc, de créer, c'est la première création, quoi. Donc, déjà, de se remercier d'avoir donné la vie, d'avoir participé à ce cycle éternel, quoi, de vie. Je trouve que c'est déjà merveilleux. Et pour être un peu plus concret, lâchez-vous la grappe. C'est déjà super bien, vous avez donné la vie. Ouais. Donc, c'est le plus gros job qu'on puisse faire sur Terre. D'en être capable, d'avoir été choisi pour ça aussi, parce que pas tout le monde ne peut. Donc, c'est une chance infinie et de se dire que le reste, ça va se faire tout seul. On se laisse sur ces bonnes paroles. Vous êtes fabuleuse et lâchez-vous la grappe. Ouais. Merci Rose. Merci à toi.